Galgal Yarabi, Galgal Gerabi, Fodok Soubaker, Konyudem Sénégal. Vous avez compris, on part du côté du Sénégal, le pays de la Teranga. Bienvenue en Africanité avec une grosse pointure de la musique pop africaine internationale. C'est incroyable, dans son escarcelle, entre autres Sting, en toute modestie, Carlos Santana et quelques autres encore. Il revient avec un nouveau concept. Il est avec nous maintenant, tout de suite, Leg. Ça va bien, Nangadef, la famille, ça va hein? Mentira, yo tongue fuego, yo no los tengo, tú los oyes. Mentira, ya has engañado y yo no quiero, porque otra vez, ahora, también tras hora, solo del mundo, sin un querer, sufrirás el dolor que no te dé el amor que te vuelva a querer. Sufrirás el dolor que no te dé el amor que te vuelva a querer, que te vuelva a querer. Que te vuelva a querer, que te vuelva a querer, que te vuelva a querer. Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde, qui aborde ce mois-ci le thème de l'architecture au cœur du continent africain, aux côtés de Lise-Laure Etia, pour une aventure tendance culturelle, le meilleur de la, on va dire, l'actualité cinématographique et photographique. À nos côtés également, Monsieur Christian Eboulet, bien cravaté, pour éplucher l'actualité livresque bien fournie. De nombreux invités, de très nombreux invités aujourd'hui. François Durper, l'historien, pour évoquer sa nouvelle bande dessinée politique. À nos côtés également, une Miss France QV 2014, Flora Coquerel, est l'une des légendes actives de la folle épopée de la musique africaine. Le tout sous le regard bienveillant de notre invité majestueux venu de Côte d'Ivoire, l'architecte Guillaume Kofi. Soyez le bienvenu. Merci. Akwaba, comme on dit. En Côte d'Ivoire. Merci. Hein, vous êtes le président et fondateur d'une grosse entité qui campe l'architecture moderne africaine. Il s'agit du groupe Kofi et Diabaté. Merci d'être avec nous pour évoquer ces grands enjeux qui touchent à un secteur d'activité particulièrement stratégique. Alors, est-ce qu'avec les projets d'envergure que vous portez, vous avez le temps de vous offrir quelques parenthèses culturelles, littéraires, cinématographiques, musicales ? Ce sont des choses qui se passent au quotidien. Bon, j'essaie d'être le plus éclectique possible, le plus ouvert possible, le plus connecté possible, comme on dit. Mais encore, Sa Majesté, vous écoutez quoi? Le coupé décalé, Brahms, Chopin, je veux dire François Louga, qu'est-ce qui vous parle? Le hip-hop, sait-on jamais? Je vis avec mon époque, donc effectivement, je veux dire, je suis en plein cœur donc, de la conception du coupé décalé. Donc, On dit Arafat alors. bien sûr, et puis bon, à côté de ça, donc, je suis un peu nostalgique de ma jeunesse pas si lointaine que ça. J'aime également la pop anglaise, le R&B et des chansons traditionnelles également africaines. Eh bien, c'est un architecte connecté à son époque qui est notre invité tout au long de cette émission que nous vous souhaitons fructueuse. Je propose d'en savoir un petit peu plus à travers le portrait que nous avons dressé de lui. Nous sommes à Assini, petite cité balnéaire située à 80 km au sud-est d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une ville que l'architecte ivoirien Guillaume Kofi a contribué à façonner au fil des ans. Guillaume, souvent, il marche dans la rue et il me dit « J'aimerais tellement qu'Assini devienne le Saint-Barth de l'Afrique ». Il met tout son cœur, il met même de son argent. Et il dit « Il faudrait que j'arrive à faire de cette zone un exemple pour dire que toute la Côte d'Ivoire peut être comme ça ».
Et c'est ici, dans sa résidence secondaire, qu'il présente comme un véritable havre de paix, que Guillaume Kofi se ressource tous les week-ends. Il est très famille, très famille. Je pense qu'il essaie chaque jour de nous inculquer ça, de venir à Assini. Enfin, c'est vraiment pour ça qu'il a fait Assini aussi, pour qu'on puisse se retrouver en famille. Issu d'une fratrie de 10 enfants, Guillaume Kofi considère la famille comme une valeur cardinale. Ancien président de l'Ordre des architectes ivoiriens, il vit l'architecture comme une passion, mais aussi un combat. Moi, je milite pour que l'architecte africain de demain soit le véritable chef d'orchestre de la création, de la structuration de nos villes. Cet engagement, Guillaume Kofi le partage depuis une quinzaine d'années avec son associé et compatriote Issa Diabaté. Les deux hommes sont aujourd'hui à la tête d'une holding qui regroupe des entités spécialisées dans l'architecture, la promotion immobilière et la construction. Guillaume, l'art, c'est comme un pâtissier qui vous fait un petit four ou une pièce montée, vous voyez, et avec le même talent. Et Guillaume a ça. Et ça, c'est rare de trouver des architectes qui ont ce registre, vous voyez, qui savent aussi bien la petite chose, avec beaucoup de soin, beaucoup de goût, beaucoup d'élégance, et de faire les très grandes choses. Le groupe Kofi et Diabaté est à l'origine de nombreux projets en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le reste du continent. Par exemple, le siège de l'UEMOA à Abidjan, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou encore l'immeuble GML à Libreville, avec ses façades vitrées qui font office de brise-soleil. Il est obligé de penser au bien-être de la population. Il est obligé de penser à l'environnement. Et cette responsabilité sociale qu'il a devrait être appliquée et devrait être en fait recopiée par tous les dirigeants d'entreprises africaines. Actuellement, l'un des projets phares du groupe Kofi et Diabaté concerne les résidences Chocolat à Abidjan. Un ensemble immobilier de haut standing qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et de bien-être collectif. Pour regarder Africanité, une émission qui possède de solides fondations pour évoquer le thème du jour, l'architecture. Une émission que vous pouvez bien sûr revoir sur tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux si vous souhaitez bien sûr réagir, comme c'est ma requête maintenant, après ces images qui campent un décor que vous connaissez bien, familial. Est-ce qu'il est fidèle à ce que vous projetez de vous-même, cher Guillaume Kofi? Je trouve qu'il est très flatteur, oui. Mais ça n'est que vous. Oui, enfin, oui, je pense effectivement que je suis très famille. Pour moi, c'est le fondement donc de tout ce qui me permet effectivement d'être moi et de pouvoir évoluer dans la société. La cellule familiale, c'est véritablement donc l'unité qui permet effectivement donc de construire une nation. Alors, il y a le mot famille, mais moi, quand j'ai lu des portraits de vous, il y a également le mot passion. Passion de son métier qui revient très souvent, discret aussi. Je suis un homme de passion. Voilà, alors moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a poussé, déjà très jeune, à choisir l'architecture comme métier? Déjà parce que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement très urbain. Abidjan, donc des années 70, c'était déjà à l'image donc des pays sud-américains tels que Rio, qui étaient donc déjà des villes très développées. Et quand vous regardez la structuration d'Abidjan, quand vous regardez l'urbanisme et l'architecture d'Abidjan donc de cette époque-là, on était déjà en pleine modernité. Je dirais même qu'on était déjà plus moderne à cette époque-là qu'on ne l'est maintenant. Donc moi, j'ai vécu dans cet environnement-là, qui était un environnement merveilleux. Et ce qui fait qu'effectivement, très vite, j'ai voulu effectivement pouvoir contribuer à bâtir justement cet univers-là qui était très magique. Bien sûr. Et vous avez grandi notamment dans le quartier de Treichville. Hein, et alors, on l'a vu, vous rêviez de devenir architecte, vous êtes devenu un bâtisseur. Et quelque part, le bâtisseur garde encore l'image de celui du bon père de famille, qui protège la famille. Est-ce que ça a un lien avec votre père qui est décédé en 93, peut-être un peu trop tôt? Est-ce que c'est une manière de vouloir un peu être calife à la place du calife, prendre la place du père? Moi, j'ai hérité de mon père, je vais dire, cette notion donc, de responsabilité, de se sentir responsable des autres, de se sentir responsable effectivement donc, de sa famille, et quelque part de la protéger.
comment mieux protéger sa famille que de pouvoir effectivement donc la mettre sous un toit qui soit sécurisant. C'est un peu le symbole de la maison. C'est l'abri où effectivement où on se laisse aller, où on se sent protégé. Donc c'est effectivement cette responsabilité-là, elle est viscéralement ancrée en moi et je sais effectivement donc de la retranscrire dans tout ce que je fais au niveau de la conception. Oui. Alors, mais votre père, justement, dans les années 60, a été emprisonné. Est-ce que c'est alors pour des raisons politiques, j'ai vu c'était en 64, est-ce que c'est un événement qui vous a marqué, qui vous a traumatisé? Ah ben, forcément, je veux dire, quand vous êtes enfant, que vous avez votre père qui est emprisonné. Vous avez assisté à l'arrestation? Non, j'étais beaucoup trop petit, je n'ai pas assisté à l'arrestation, mais sauf qu'effectivement, j'en ai vécu donc les aléas. C'est ce qui nous a amenés par la suite, d'ailleurs, à Treichville, dans ce quartier fabuleux d'Abidjan, dans la concession de ma grand-mère, qui était à Treichville. C'est de là que vient ce besoin de protection. C'est un événement fondateur, cette arrestation du père. Il faut protéger la famille. Oui, effectivement. Treichville, c'est en fait, quand vous regardez l'urbanisme de Treichville, c'est une ville, c'est un peu tracé comme Manhattan, hein, donc c'est un plan en damier. Mais avec une spécificité, c'est encore ce qu'on appelle l'habitat de cour. C'est la retransposition, en fait, donc, du modèle des concessions traditionnelles. Absolument, plusieurs familles qui partagent une même cour. Plusieurs familles qui partagent effectivement donc, la même cour. Donc j'ai passé donc, 1 année et demie, voire 2 ans, donc, effectivement, donc, dans cette cour-là, et ce qui m'a permis effectivement de arpenter donc, les rues de Treichville qui m'ont forgé une espèce de repère urbain. Alors, Guillaume Kofi, vous parlez d'urbanité, vous parlez de famille. Est-ce que, comme certains architectes, vous avez en point de mire une certaine vision du citoyen architecte ou de l'architecte citoyen, un visage social? Je pense que ce sont des choses qui sont indissociables, si vous voulez. Bien sûr, on est citoyen de fait, puisqu'effectivement, on est dans un pays, mais par la suite, cette citoyenneté, il faut effectivement donc la travailler. L'exercer, et puis donc, en se sentant responsable, effectivement, en tant qu'architecte du bien-être donc, des populations et de donner effectivement donc, une nouvelle vision à nos villes qui malheureusement aujourd'hui sont adonnés à l'étalage urbain qu'il faut impérativement donc freiner. Alors je propose justement à tous ceux qui nous regardent de découvrir l'exemple d'une forme d'implication sociale à travers ce projet de planification et de réhabilitation d'un des quartiers les plus célèbres de Dakar, le quartier Han. Regardez. Plage de Han, à Dakar, les pirogues, les lutteurs sénégalais, une carte postale. Mais l'envers du décor est moins paradisiaque. Khalidouba habite ici avec sa famille depuis longtemps. Les ruelles sableuses, il les connaît par cœur. Dans chaque recoin, des amis. Han est un quartier bondé qui frôle l'insalubrité. Au départ, il y avait de grandes routes, mais finalement, les maisons, ils avancent, finalement, ça devient des ruelles. Il y a des problèmes pour circuler, pour mettre des trucs d'assainissement. Il faut réellement une restructuration. Et la restructuration est prévue de longue date, mais devrait très bientôt commencer. Khalidouba, l'artiste en herbe, a décidé de s'investir. Il est responsable d'un groupement de quartier, car pas question de laisser les habitants en dehors du projet. Ils doivent participer. L'homme au chapeau, c'est Ousmane Bodji, ingénieur, il cartographie, planifie. Ici, une artère centrale sera créée, là des transversales, pour respirer. 8, 9, là une 12. On a un problème d'accès pour les camions de ramassage des ordures ménagères, mais aussi il y a un problème d'insécurité du moment où, si toutefois il y aurait un accident ou un incendie, n'est-ce pas, les sapeurs-pompiers, n'est-ce pas, les véhicules de sapeurs ne pourraient pas accéder donc, dans ces zones. Au début, les habitants étaient réticents, inquiets d'être expropriés et relogés trop loin. Mais les consultations, les assemblées générales ont fonctionné. Salam alaikum. Aujourd'hui, l'espoir d'un renouveau économique dynamise déjà le quartier.
Souvent, les gens sortent leur tablette, on met en place des changes, modifient leur maison pour mettre en place des magasins, des boutiques. Donc, sur le plan commercial, ça va commencer à fleurir. Sur le plan même immobilier, donc les maisons vont commencer à avoir de la valeur. Surtout, les habitants seront bientôt fiers de leur maison. Africanité au cœur d'un quartier populaire de Dakar, Nangadef, à tout le Sénégal. Nous étions à Han. Nous ont rejoint Christine Mangin, soyez la bienvenue. Vous êtes maître de conférence en histoire de l'architecture à la Sorbonne. Vous avez co-dirigé notamment en 2013 un ouvrage sur une ville béninoise historique et mythique, c'est Porto Novo. L'ouvrage est baptisé Patrimoine et développement. On en reparle dans quelques instants. Avec nous également Rahim Dantobari. Bienvenue, vous êtes architecte originaire du Togo. On vous doit de très nombreux ouvrages, mais des travaux également au cœur de grands cabinets, dont celui de Franck Guéry, à qui l'on doit notamment la fondation Louis Vuitton. On en parle aussi peut-être tout à l'heure. Et parmi vos publications, si on devait en retenir une, Porte d'Afrique, paru en 1999. Soyez le bienvenu. Guillaume Kofi, on vient de voir à Dakar, au Sénégal, dans le quartier de Han, ce projet en zone populaire d'implémentation, on va dire virale avec les populations. Vous pensez que c'est un gage de solvabilité, de réussite pour ce type d'aménagement que d'interpeller les populations et de les impliquer au projet lui-même? Mais bien sûr, on ne peut pas bâtir une ville sans implication, effectivement, donc des usagers. C'est quelque chose d'indispensable. Il faut véritablement qu'il y ait une concertation, parce que ces populations qui sont établies de longue date sur ces sites-là savent exactement ce qu'elles veulent. Ce qu'il leur faut, c'est un accompagnement, effectivement, technique et social, et une implication, effectivement, donc des pouvoirs publics pour amener un minimum d'assainissement, d'accès à l'eau, et résoudre certains problèmes donc, de salubrité. Alors, Rahim Dantobari, selon les Nations Unies, la proportion des Africains dans la population urbaine mondiale à l'horizon 2050 devrait doubler. Et vous êtes architecte. Alors certains, comme Guillaume Kofi ici, considèrent qu'un architecte est forcément un urbaniste. Et l'Afrique a des problèmes d'urbanisme importants. Alors qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces populations, surtout quand on sait que les pays africains ne font pas vraiment appel à leurs architectes? Comment on va faire? Alors d'abord, merci de nous inviter, parce que c'est pas souvent que les architectes ont l'honneur d'être présentés sur les ondes en direction de l'Afrique. Donc ça, c'est un premier point à encourager. Et la deuxième chose, c'est sûr que la problématique urbaine est cruciale en Afrique. Parce que quand vous regardez les villes des pays développés, généralement, c'est des villes qui sont verticales. Et les villes africaines, à contrario, sont toujours très, très horizontales et s'étendent presque à l'infini. Donc il faut arriver à maîtriser ces villes en changeant d'optique. Il faut que non seulement les politiques, non seulement les architectes, mais que tout le monde s'y mette et que la problématique urbaine soit prioritaire pour maîtriser un peu nos villes qui aujourd'hui sont hors de contrôle. Christine Mangin, lorsqu'on parle de réaménagement des villes, il est aussi souvent question de valorisation ou de réhabilitation du patrimoine. Même question, est-ce que impliquer les populations, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez même que c'est superfétatoire parce que les dirigeants des États, à l'échelon des localités même, ne sont pas toujours eux-mêmes au fait de cette priorité? Oui, c'est un sujet sur lequel on les sent souvent hésitants. Il faut dire que cette notion de patrimoine peut être celle d'un malentendu, parce que dans l'image des intervenants et souvent des bailleurs, le patrimoine est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'architecture héritée de l'époque coloniale, qui n'est pas forcément perçue localement comme ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants. Et la ville de Porto Novo a été le lieu d'un chantier justement très intéressant où l'école du patrimoine africain, donc les collègues béninois et au-delà africains qui y travaillent,
ont suggéré d'aller regarder d'autres types de patrimoine qui sont ce patrimoine afro-brésilien qui est assez exceptionnel et le patrimoine vernaculaire. Donc tout le travail s'est accompagné en partenariat avec l'école de Lomé d'un travail de fond avec les chefs de famille en particulier de la partie ancienne, la plus ancienne de Porto Novo. Alors Guillaume Kofi, vous, ce patrimoine vous a plutôt forgé. Il y a un patrimoine formidable en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam mais qui malheureusement, effectivement, a du mal à être conservé. Bon, donc il y a effectivement toute une démarche à avoir là-dessus, notamment sur la ville de Grand-Bassam. Donc il y a une action donc, accompagnée par l'UNESCO, effectivement, donc de réhabilitation du patrimoine colonial donc de Grand-Bassam. Ça fait partie de notre histoire. On ne peut pas effectivement donc l'occulter comme ça et prendre donc les décisions effectivement donc de détruire ce patrimoine-là. Il faut le conserver, il faut le valoriser, il faut le rénover. Et puis il faut, à côté de cela, il faut pouvoir penser la ville autrement en termes de densification. Raïm parlait tout à l'heure effectivement de cet étalage urbain. Ce n'est pas une fatalité. Il faut effectivement que nous commencions à construire en hauteur pour pouvoir économiser d'espace et pour pouvoir effectivement habiter beaucoup plus utile à habiter ensemble. Christine Mangin, votre expérience donnerait quelle préconisation pour qu'on aille à l'essentiel? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le système aille mieux? Moi, je poserais la question en termes de qui sont les héritiers, si on veut absolument reprendre cette notion de patrimoine. Mais je me demande s'il ne faut pas se demander quelle est l'attractivité potentielle d'un cadre historique qui, dans la mondialisation, peut être un atout pour une ville parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et peut-être désoccidentaliser la notion en essayant de voir comment... Ce bâti, qui est en général dans un très bel environnement naturel, pourrait, dans la mondialisation pour les villes, constituer un facteur d'attractivité. Alors j'ai envie de vous demander à tous pourquoi on voit les architectes africains œuvrer hors de leur continent, souvent parmi les meilleurs. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Je pense que Brahim mieux que moi. Nous avons tous des parcours différents, nous avons des histoires différentes à raconter. Même lorsque des architectes sont installés en Afrique, comme Guillaume, ils ont eu une formation à l'étranger, pour la plupart, mis à part ceux qui sont formés à Lomé. Donc ensuite, au terme de cette formation, les carrières divergent parce qu'en fonction des opportunités, on peut être amené à intervenir sur des projets plus ou moins intéressants qui vous amènent à dériver par rapport à vos objectifs initiaux. J'aurais bien aimé construire en Afrique. J'ai des cartons plein de beaux projets, mais j'ai dans un premier temps eu l'occasion de me frotter à des architectes de stature internationale et je pense que c'était intéressant aussi de passer par là. C'est toujours intéressant et trop court, oui, peut-être. Mais moi, je pense effectivement que ce sont des démarches effectivement différentes. Mais il y a des architectes qui vivent en Afrique, qui sont installés en Afrique, qui construisent en Afrique. Sauf que le regard des médias, effectivement, on ne les voit pas. On passe au-dessus de leurs épaules pour essayer de voir effectivement ceux qui ont accès à une certaine forme de communication qui est plus dynamique. Donc, effectivement, on met en exergue les architectes africains qui vivent en Europe. Mais en Afrique, nous avons... Pas tous, quand même. Pas tous, mais les trois architectes africains dont on parle à travers les médias sont installés en Allemagne pour ce qui est de Francis Kéré, à Londres pour ce qui est de David Adjaye. Et les architectes africains qui ont une véritable production en Afrique, on n'en parle pas. Donc c'est un appel à davantage d'émissions et de médiatisation. Merci beaucoup Christine Mangin d'être venue ici pour nous parler de votre expérience, de votre expertise même. Même punition pour vous, Raïm, dans Tobari. À très bientôt. Je voudrais partager avec vous cette découverte de nouvelles pistes qu'offrent certains architectes qui justement sont basés au cœur du continent à travers l'exemple du Burkinabé Francis Kéré dans la construction d'une école, une initiative originale. Regardez. Quand je suis venu avec des amis, j'ai dit à la population, alors nous allons construire une école. Et tout le monde a dit, hurrah, il veut construire une école. Et après j'ai dit, mais on va la construire en terre. Ils ont dit, ah,
Francis ignore notre réalité. Il ne sait pas qu'un bâtiment en terre ne tient pas que 2 années, ne résiste pas à 2 saisons pluvieuses. Convaincre une population habituée à construire en ciment n'était pas facile. Leur enseigner de nouvelles techniques était un autre challenge. Mais Francis Quéré a réussi son pari. 15 villageois ont été formés aux techniques de l'architecte. Un concept climatique élaboré pour que l'air intérieur circule au maximum. La première astuce, c'est de surélever la couverture du bâtiment. On voit bien que la toiture est inclinée comme ça, voilà, vous voyez. Donc comme ça évite à l'air de stagner entre les blocs de classe et la toiture en tôle. Alors, il y a une évacuation constante de l'air contenu entre ce vide, la tôle et puis les blocs de classe. Dans les salles de classe, on limite le nombre de fenêtres, mais surtout, on laisse le bâtiment respirer. Oui, Jean. Voilà. Là-dedans, à l'intérieur des salles de classe, on a le faux plafond, un briquette de terre aussi, qu'on a superposé sur une structure en fer mince, fer à béton. On le voit légèrement, à la même couleur. L'air contenu entre les 2 éléments circule et avec les ouvertures que nous voyons, vous comprenez, cela permet une aspiration automatique de l'air contenu dans la salle de classe. Quelques murs, un peu d'amour et une manière de bâtir autrement cette africanité. Il est question d'architecture aujourd'hui. Vous pouvez réagir à cette émission grâce à tous les réseaux sociaux. Et évidemment, allez revoir cette émission également sur notre site internet tv5monde.com. Au moment où nous accueillons 2 nouveaux invités. Amélie Sessé, bonjour. Vous êtes camerounaise, architecte spécialisée dans les questions de conservation du patrimoine notamment. On vous doit de très nombreux ouvrages destinés aux enfants. On en parle. Et voire plus, si affinité à nos côtés. Merci. Également, j'aimerais dire Nagadef, soyez le bienvenu. Boubacar Seck, sénégalais, puisque nul n'est parfait. Vous êtes chef décorateur de cinéma. Parce que c'est important, l'architecture, c'est aussi le cinéma. Et vous avez entre autres travaillé avec le cinéaste tchadien Mahamat Saleh Haroun, avec qui vous avez bâti une salle de cinéma à N'Djamena. Alors tout de suite, Amélie, première question. Au béton des villes, parce qu'on a tout à l'heure parlé beaucoup des villes, au béton des villes, quels sont les matériaux que l'on peut utiliser? Tous les matériaux, on a la terre comme la brique de terre, nous avons le bambou, nous avons aussi le ciment, nous avons la pierre, les feuilles. Toutes ces architectures, en tout cas, en fait, c'est la création humaine, tout simplement. L'homme cherche à s'abriter. Et ce qu'il voit, il essaie d'utiliser ce matériau pour pouvoir s'abriter des intempéries. Et on le voit dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, où l'homme va toujours trouver une ingéniosité, en tout cas, pour se protéger des effets extérieurs. Boubacar, vous, dans le cadre d'un projet d'une construction d'école dans la Casamance, vous avez priorisé quel matériau ? Comme dit Amélie Sessé, on a travaillé avec la terre parce que c'est ça qui était disponible sur place. L'architecture aussi, c'est pas aller faire des centaines de kilomètres pour aller chercher des matériaux. On prend les choses qui sont autour des projets qu'on construit pour être dans une forme d'économie le plus juste possible. C'est une réponse juste à des questions qui sont posées ou pas encore. Guillaume Kofi valide. Tout à fait, c'est une très bonne réponse. Je veux dire, le premier des principes de l'architecture durable, c'est de construire effectivement par rapport au lieu et de construire avec les matériaux qu'on trouve sur place. Et très vite, on arrive à une question économique. Ça se trouve très rapidement. Vous pouvez avoir donc des briques en ciment qui coûtent beaucoup moins cher que de la terre qu'on trouve localement en termes de production. Et dans ce cas-là, effectivement, on va très vite effectivement
à l'économie. Hein. Donc, ce sont des notions, il ne faut pas être réducteur sur ces questions-là. Il faut les élargir. Tout est une question de concept et par la suite de durabilité, de comment on écrit l'architecture. Très vite, on veut s'attacher à des typologies et pour moi, c'est comme si effectivement l'architecture africaine, elle doit être forcément vernaculaire. Malheureusement, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ces notions-là. Alors justement, Aboubacar, est-ce que ces matériaux dont on parle, qui sont dans l'environnement, est-ce que justement l'entretien et le coût de ces matériaux ne posent pas problème parfois? Ben, Francis Kéré le disait tout à l'heure, qu'on croit que quand on construit en terre, on ne construit que pour 2 ans. On construit pour la durabilité. Hein. Voilà, j'ai en mémoire des maisons du XVIe siècle de Niamey qui sont encore debout. Les villages de Diafarabé ou de Djéné, avec la mosquée de Djéné, sont encore debout. Donc on peut construire pour très longtemps. On parle de durabilité, moi je parlerais même de pérennité. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire des discussions plan-plan autour d'un plateau parisien? Parce que je vous pose la question à vous, Amélie et Cessé. On a une partie élitaire de l'Afrique qui, lorsqu'elle a réussi, se projette plutôt dans les maisons à Malibu, sur la côte est américaine, faire des cases obtus qui renvoient au village. Est-ce que ce n'est pas une question d'aliénation finalement et de complexe culturel? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on fasse un vrai bilan, qu'on fasse l'histoire de l'architecture africaine. Parce que je pense, nous, quand nous avons étudié l'architecture, on nous a parlé de l'histoire de l'architecture en France, en Europe, puisque nous, on a fait des études en Europe. Et je pense qu'il y a un grand bilan à faire, puisque on n'a pas finalement, on a la référence plutôt l'architecture, c'est vrai, vernaculaire, de nos familles, villages, etc. Mais est-ce qu'on a fait vraiment une réflexion sur que veut dire cette architecture? Parce que c'est une architecture qui parle, qui raconte des histoires, et il y a une science extraordinaire dans cette typologie architecturale. Et il faut surtout aussi travailler sur la recherche. Malheureusement, dans nos pays, on ne favorise pas la recherche sur les matériaux de construction. Ni la recherche, ni l'innovation. Non, l'innovation, elle est là. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on nous accompagne dans la recherche, dans justement la durabilité. On connaît l'architecture, les briques de terre avec un petit peu de ciment, mais aujourd'hui on peut le faire avec la chaux et ça revient justement à une roche et qui est encore plus durable d'ailleurs que le BTC. Le bambou, vous savez bien qu'au Cameroun, on a une très belle architecture de bambou, mais on n'en parle pas. On pense que le bambou, ah bon, on peut faire construire en bambou? Et effectivement, oui, et elles sont durables, elles sont des centenaires, etc. Et je pense que les écoles d'architecture africaines doivent sensibiliser. En tout cas, dans l'éducation, on doit intégrer la notion d'architecture dès le bas âge pour comprendre ce que c'est que notre identité architecturale. Alors, finalement... Parce qu'il y a différentes typologies en fonction des... C'est une lionne, hein, c'est une lionne, hein, faites attention. Hein. Il y a 2 lions, il y a Lion Gaïndé du Sénégal et Lion du Cameroun. Non, mais justement, alors cette architecture, si je comprends, elle doit donc... africaine doit s'inspirer de notre architecture traditionnelle. Donc peut-être qu'elle est plus écologique, si je vous entends, et qu'elle permet de créer des emplois. Oui, elle est non seulement écologique, mais en plus de ça, on peut s'en inspirer, nous qui justement travaillons sur l'innovation, partir de cette base qui nous raconte notre histoire. Quand je vois la maison, par exemple, de la Casamance, la maison Impluvium, allez voir le toit de la maison de Impluvium. Et elle est complètement contemporaine avec quand on voit cette œuvre, moi j'ai été scotché. La question qui a été évoquée là, elle me semble primordiale. Et en même temps, moi j'ai envie même d'aller au-delà des matériaux, parce qu'on ne commence pas à faire de l'architecture en disant quel matériau je vais utiliser. C'est quelle réponse, quel programme, quelle histoire je vais raconter finalement. Et je vois Guillaume Kofi et Issa Diabaté qui font en plein centre-ville d'Abidjan des logements qui s'inspirent de la cour traditionnelle. Moi, je construis au fin fond d'un village du Sénégal une architecture très contemporaine et très moderne. Donc on peut faire des va-et-vient. Ce que vous êtes en train de dire tout cela, et en s'adressant à ceux qui nous regardent, c'est qu'en fait on peut construire aujourd'hui moderne, africain, beau, bio, en étant ancré dans sa réalité traditionnelle, culturelle, et en revendiquant aussi que les buildings, les pionniers à les avoir bâtis, me semble-t-il, c'est le Yémen qui a battu les premiers... Oui, Shibam. C'est bien ça. La Manhattan du désert. Avant Manhattan, les premiers buildings du monde étaient en terre africaine. La ville de Shibam, oui.
Tout est possible. Et pourquoi pas, c'était même en Afrique d'abord, mais ils sont engloutis. Tout à fait, je ne parle même pas de l'Égypte. Merci à tous les deux, ça passe toujours trop vite. Quand est-ce qu'on se fait un plat autour des maisons des femmes bâtisseuses? Parce qu'on aurait pu parler des femmes bâtisseuses, ce projet où vous avez implémenté au Burkina le rôle de la tradition des femmes pour bâtir. Merci à tous les deux, merci Boubacar, merci Amélie. Merci. Je propose de jeter un regard à travers un tour d'horizon de l'actualité récente des quelques dernières semaines. C'est ce que l'on appelle chez nous ici, en teranga du monde de TV5, le Zap Africanité. Nous voyons tellement de pays asiatiques, africains venir nous rejoindre. J'apprécie réellement le fait qu'ils viennent et je crois que sur le chemin du retour, ils ramèneront quelque chose avec eux. Il y a un an, ce garçon de 12 ans est devenu Sangoma, un terme zoulou qui signifie guérisseur traditionnel. Cela a été difficile, parce que nous faisons partie d'une communauté qui ne comprend pas les Sangoma. Ils pensent que ce sont des sorciers. Africa, 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 Africa minha, Africa nossa, Africa, 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 berço de mundo, continente fecundo. Je n'ai jamais dit que j'étais dans son ombre parce qu'au contraire, elle nous a tous mis en lumière. Le plus beau sapin du monde après celui de Mexico, le voici. Il fait 30 mètres de haut et trône en plein cœur de la cité administrative du plateau. La Libye possède des trésors archéologiques méconnus du grand public, riches d'un passé romain, mais aussi grec. Il y a une réelle menace sur les sites archéologiques. Aujourd'hui, on a ce terrorisme-là qui veut détruire en fait notre historique libyen. Le Songhai Star, qui avait vu tous ses instruments de musique détruits lors de la prise de la ville par les djihadistes, a rejoué hier. Nous avons le droit de vivre et de nous épanouir. Laissez-nous parler. Art Watch Africa est un programme pour défendre et promouvoir les droits des artistes. Il est derrière les barreaux, mais pourrait bientôt connaître la gloire. Le disque qu'il a enregistré avec d'autres détenus de la prison de Zamba dans le sud du Malawi est nominé aux prestigieux Grammy Awards, les Oscars de la musique aux États-Unis. C'est ici que j'ai découvert mon potentiel. Je me dis toujours que si j'étais à l'extérieur, si je continuais à faire ce que je faisais, je me serais fait tuer ou je serais dans une situation terrible. La SAP a commencé au Congo-Brazzaville en 1910 par les premiers domestiques des Blancs. Cette africanité que vous regardez chaque mois, vous le savez, désormais nous accueillons une personnalité dans le cadre d'une carte blanche. Et nous sommes dans un moment magique, j'espère, d'historicité télévisuelle, car nous accueillons Miss Flora Coquerel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, je ne sais pas comment on doit vous appeler, Sa Majesté, pas Reine du de tout, beauté. Flora, ça suffit. Calme ta joie. Non, mais je préfère le dire tout de suite, il y a un peu de, il y a de la tension et de l'effervescence dans l'air pour plusieurs raisons. Elle a choisi ma cravate. C'est bon. Il faut comprendre leur émotion. Alors, Flora Coquerel, vous êtes Miss France 2014. Vous êtes récemment, surtout, 3e dauphine de l'élection de Miss Univers. On rappelle que vous êtes Miss France 2014 d'origine franco-béninoise. Ce qui, à mon avis, eu égard à la présence de notre voisin, ne vous laisse pas insensible à la thématique du jour, à savoir l'architecture, puisque vous nourrissez vous-même de nombreux projets à vocation sociale en direction de ce pays qui est une partie de vos origines, le Bénin. Exactement. Donc, il faut savoir qu'en 2014, quand j'ai été élue Miss France, j'ai eu l'occasion de retourner au Bénin et suite à ce voyage, j'ai créé ma propre association qui s'appelle Kelina et on a pour projet de construire une maternité au Bénin. Donc, ça rejoint l'architecture, évidemment, puisque nous sommes à la recherche active d'architectes. C'est volontiers que je serai le porte-crayon, donc je ne sais pas des Bon, alors, je sollicite une petite dérogation dans le cahier des charges de TV5 Monde pour qu'une quotité saisissable des flux financiers à tendance cordiale et sociale soit reversée ici, parce que si, d'aventure, au sortir de cette émission, il y avait des collusions et fusions avec quelques architectes, nous serions ravis. Alors, est-ce que le fait justement d'être Miss France, ça ne permet pas d'avoir plus facilement de fonds ?
Plus facilement, je ne sais pas. Des architectes aussi, hein, ça permet d'avoir des architectes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça permet d'avoir une puissance médiatique, puisqu'on a la chance d'être invité sur différents plateaux télé, comme aujourd'hui d'ailleurs, et on a la chance d'en parler énormément. Donc ça nous permet de communiquer. J'ai fait énormément de voyages à travers le monde et à travers la France. Donc j'ai ce pouvoir-là de pouvoir parler de mon association. Après, c'est toujours difficile d'intéresser les gens et de leur demander d'investir, de donner de leur argent pour une cause qui est aussi énorme en plus que celle qui nous tient à cœur. Et donc voilà, mais sinon oui, évidemment, ça permet d'accélérer le processus. Est-ce que ça vous agace ou est-ce que ça vous fait sourire quand on vous compare souvent à Sonia Rolland, du fait que toutes les deux vous êtes métisses? Elle est plus jolie que Sonia. C'est une blague, c'est une blague. C'est pas parce qu'on fait une émission sur l'architecture qu'il faut y aller avec un marteau, Christian Éboulet. Non, c'est une très jolie comparaison. Sonia, c'est une femme que j'adore et que j'admire énormément. Elle a aussi une association et c'est une personne qui a réussi à faire son chemin. Elle a fait ses preuves dans le cinéma en tant que réalisatrice, actrice. Et non, j'adore et puis j'accepte. Ça vous tente d'ailleurs le cinéma, devenir comédienne comme Sonia? Pourquoi pas. Je me dis, faut tout essayer. Aujourd'hui, tout est possible. Donc alors, de la beauté, de la pétillance, de l'esprit, je sais de quoi je parle, ne me demandez pas pourquoi, bande de jaloux. Je voudrais évoquer maintenant l'aventure Miss Univers. Il a quand même fallu attendre plusieurs décennies, 60 ans exactement, pour que vous offriez à la France une place sur le podium, puisque vous êtes 3e dauphine de Miss Univers. Comment vous avez vécu? Puisque la précédente, c'était Christiane Martel, en 1953. Oui, tout à fait. J'ai été très étonnée d'arriver aussi loin, puisqu'on l'attendait depuis 60 ans. Donc, c'était pour moi vraiment un honneur et une grande chance, on va dire, d'arriver là. Mais je suis très contente. Ça a été une très, très belle expérience, même si ça a duré 3 semaines. C'était long, c'était fatigant. Il y a eu une préparation avant qui a été faite avec la société Miss France et avec des partenaires. Mais ça a été une super expérience et je suis très contente d'amener ça à la France depuis le temps qu'on attendait. Alors Flora, vous êtes très modeste, ça n'est pas à vous de le dire, mais nous on le sait. Parmi toutes celles qui ont triomphé ce jour-là, vous êtes la seule à ne pas avoir refait, on parle d'architecture, votre façade. C'est le cas de le dire. Est-ce que je mens ? Non, c'est pas un mensonge, parce que c'est vrai que... Donc pour nous, c'est vous, Miss Univers. Ce n'est pas à vous de le dire. Donc souffrez, votre modestie va nous étouffer. La chirurgie esthétique dans ce domaine, c'est quand même incroyable. Beaucoup de filles se font refaire très souvent. Oui, c'est incroyable. Et nous, c'est pas dans notre culture. Quand on se présente à Miss France, on n'a pas le droit d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique. À Miss Univers, c'est différent parce que dans certains pays, c'est autorisé. Du coup, ils sont obligés d'accepter les candidates qui ont eu recours à la chirurgie. Au Brésil, par exemple ? Oui, au Brésil et ailleurs, il y en a énormément. Et donc voilà, une fois qu'on le sait... Alors j'ai juste une plainte, une admonestation à formuler à votre encontre. Vous avez eu le soutien de quelqu'un que vous dites être votre chéri ? Ah. Mais pourquoi avoir commis un tel crime contre l'humanité masculine? Elle cachait. Elle a avoué qu'elle avait un chéri. Inadmissible. Et oui. Sans désespoir. Hélas. Peut-on parler cinéma? Oui, on peut parler cinéma. Avec vous et nous présenter entre autres un film documentaire qui est une coproduction de la chaîne Arte. Oui, le film, c'est Les pharaons de l'Égypte moderne. Et pour réaliser ce film, la réalisatrice, qui est franco-égyptienne, a mis 5 ans. Collecter les archives, collecter des films, faire des interviews. Et elle raconte en fait l'histoire politique de l'Égypte de 1952 à 2011. Et notamment, elle se focalise sur 3 personnages charismatiques, Nasser, Sadat et aussi Moubarak. On regarde tout de suite un extrait. Nasser va pouvoir réaliser son grand projet. Il veut construire une Égypte moderne et laïque, qui prendra la tête du continent africain et du monde arabe. Pour soutenir le développement local et régional, il entend jouer des rivalités entre superpuissances. Des bidonvilles ont surgi autour de la capitale et ont créé une ceinture de pauvreté autour de la ville, susceptible d'exploser à chaque instant. Les bidonvilles sont la conséquence directe de l'infitar.
Sadat a lancé une politique qui, des années plus tard, a abouti à la révolte du 25 janvier 2011. Il a fondé l'alliance du pouvoir et de l'argent. Les États-Unis sont toujours aux prises avec les répercussions du 11 septembre. La nouvelle administration américaine estime tout de même que la répression exercée par ses alliés musulmans alimente l'extrémisme. De plus, la liberté de l'Internet et la multiplication des téléphones portables avec appareil photo permettent aux blogueurs d'exposer l'étendue des violations des droits de l'homme. احنا لازم نخرج من هنا ولازم اهالينا يعرفوا اننا محبوسين. ياض اهاليكم هم اللي جابوك هنا عشان ما عرفوش يربوكم. هاتوهم كلهم. ناس عادي انها تروح القسم ويقولوا C'était normal de se retrouver au poste de police et de se faire frapper. معتاده. فما كانش On n'était pas particulièrement mobilisés contre la torture. مكافحه التعذيب. 60 ans, retour sur l'épopée historique d'un grand pays, l'Égypte, c'est hautement géopolitique. Oui, en fait, c'est très intéressant, mais on a le fait que la réalisatrice nous dit qu'en 60 ans, rien n'a vraiment changé. On a 3 grosses figures, on a Nasser, on a Sadat, on a Hosni Moubarak, 3 personnes charismatiques qui s'appuient sur un régime, sur une armée, et qui également pactisent, certains pactisent avec les frères musulmans ou avec les grandes puissances pour asseoir leur pouvoir. Bref, je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez aller sur le site de la chaîne Arte, qui est donc coproductrice de ce documentaire. Et sachez également que le DVD est disponible depuis le 20 janvier. On aurait presque pu en parler à mon voisin d'extrême gauche, puisqu'il en connaît un rayon, c'est l'histoire. Nous sommes très heureux de l'accueillir. C'est François Durper, bonjour et bienvenue. Bonjour Amobé. L'extrême gauche, c'est pas politique. Non, pas du tout. Ici, loin de moi, évidemment. Nous restons extrêmement neutres, surtout aux côtés d'une majesté telle que celle que vous connaissez d'ailleurs. Vous connaissez, pas besoin de faire l'entremise. Vous connaissez depuis très longtemps Flora. Et François Durper, vous êtes venu nous parler d'une BD un peu fictionnelle ou peut-être pas réalistique, qui imagine en 2017 en France les 100 premiers jours du règne de Marine Le Pen à la présidence de la République. Alors on va évoquer tout ça, éplucher tout ça. Nouvelle gestion, nouvelle gouvernance, quelles conséquences sur le quotidien des Français. Mais peut-être avant, un petit retour sur la posture que campe aujourd'hui Flora dans le champ d'une France où les symboles sont forts. On a eu la France black, blanc, beurre, une Miss d'ascendance africaine. Ça a un sens particulier dans l'époque que nous vivons. Bien sûr. Il y a eu un parcours intéressant aux États-Unis, c'est le parcours de Rima Faki. Rima Faki, elle a d'abord été Miss libanaise américaine, ensuite elle est devenue Miss Michigan et elle est devenue la première Miss musulmane arabe aux États-Unis, moins de 10 ans après les attentats du 11 septembre, et dans une Amérique qui était travaillée alors par l'islamophobie. Et elle a représenté, comme toi, à Miss Univers, les États-Unis. Donc c'est très important, le fait de se reconnaître dans l'autre, c'est pas seulement un concours de beauté. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu l'année dernière avec la Miss Miyamoto qui était japonaise et qui a son père qui est afro-américain. Et nous, c'est vrai qu'à Miss France, je m'occupe avec, c'est Laure Mathioli qui est la déléguée, mais de Miss Île-de-France, et c'est très important la diversité. Et c'est vrai qu'il faut que les filles qui sont d'origine malienne, sénégalaise, camerounaise, algérienne, etc., se disent Miss France, c'est aussi chez moi et c'est aussi pour moi. Guillaume Kofi, je suis sûr que son petit manège ne vous a pas échappé. Vous avez tout de suite, il a glissé un tutoiement subtil à la Miss. D'ailleurs, il a dépoussiéré totalement l'image des historiens. Il ressemble plus à un bad boy avec sa coupe sortie des ghettos hip-hop américains. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'étais prof à la Sorbonne, et j'étais dans le couloir, on me dit, t'as qui en prof d'histoire américaine? J'ai Sean Paul. Je dis, ah bon? Alors, revenons-en à cette bande dessinée. Marine Le Pen est présidente de la République française. Et pour vous, ce n'est pas du tout de la politique fiction? Non, parce qu'au régional, vous avez le score incroyable qu'a fait Marine Le Pen au régional. Et au deuxième tour, il n'y a pas de régions qui ont été gagnées parce que les deuxièmes tours ont été extrême droite. Donc il y a eu un report de voix, des voix de gauche vers la droite. Mais ce qui est possible dans 17 mois, c'est que l'opposition soit entre Marine Le Pen et François Hollande. Et dans ce cadre-là, tous les politologues sérieux disent le report de voix n'aura pas lieu, ou il sera extrêmement compliqué, et donc Marine Le Pen peut gagner dans 17 mois. C'est une probabilité
très très forte. Donc nous, on a voulu l'exploiter au maximum, dire on se retire la tête du sable et on montre ce que serait la France avec Marine Le Pen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent finalement ça serait peut-être pas pire qu'aujourd'hui. Alors Lise-Laure a lu le livre et la bande dessinée, c'est un livre, et vous êtes intéressée à une portion de la citoyenneté. Oui, mais j'aimerais tout d'abord demander à François Durper, est-ce qu'au Front National, parce qu'on en parle beaucoup, c'est peut-être une question taboue, est-ce qu'il y a des Noirs au Front National? Oui. Vous savez l'histoire de la goutte de sang oui, qui va changer l'ADN du Front National. Il y a effectivement au Front National des Africains, il y a des Maghrébins au Front National. Il faut bien expliquer à tous ces gens ce qu'est le programme du Front National. Le programme du Front National fait que tous les Africains qui voudront se rendre en France ne pourront plus. C'est très très simple. Elle veut diviser par 20 le nombre de gens rentrant sur le territoire national. Il faut expliquer aux Africains qui sont en France que Marine Le Pen veut réserver les emplois aux Français, c'est-à-dire aux nationaux. Elle veut même proposer que le Pôle emploi propose ces emplois uniquement aux Français. Et au bout d'un an, tous ceux qui n'ont pas d'emploi retournent dans leur pays. Et pour ceux qui sont de parents sénégalais, maliens, camerounais, c'est très très simple. Elle veut la suppression du droit du sol, donc c'est fini, on n'est plus français. Et elle veut également la fin de la binationalité. Si après mon discours, il y a toujours des Africains au Front National, qui continue. Alors, qu'est-ce qui va fondamentalement changer, par exemple, pour les cartes de séjour, pour le renouvellement des cartes de séjour? Alors, c'est très simple. La carte de séjour, elle est actuellement de 10 ans. La carte de séjour, Marine Le Pen veut la faire passer à 3 ans. Donc on passe de 10 à 3. Et que dit Marine Le Pen? Elle dit je vais durcir l'obtention de la carte de séjour. Alors tous ceux qui ont essayé d'avoir une carte de séjour en France savent que durcir l'obtention de la carte de séjour, ça veut dire que les cartes de séjour vont être perdues. On ne va plus voir de carte de séjour. Donc il y a déjà... François Durper, avec ce que vous nous racontez là, est-ce qu'il y aura encore des Noirs dans le pays de Marine Le Pen? Vous imaginez dans votre BD que les rappeurs d'origine africaine, par exemple, seront au Niouf. Mais elle ne va pas seulement les envoyer au Niouf, c'est peut-être... Mais on a... Je ne sais pas, dans les eaux de la Méditerranée qu'on va les jeter. Ce qu'on a voulu faire, c'est de ne pas caricaturer, parce que tout ce que je dis là, c'est le programme du Front National. On a mis dans la BD des extraits du programme du Front National. Je rappelle que vous êtes co-auteur. Hein. Oui, mon dessinateur. Ah oui, vous avez raison. C'est vrai que si j'avais dessiné, il y aurait beaucoup moins de gens pour acheter la BD. Donc c'est Farid Boudjelal qui est un des plus grands dessinateurs. Farid Boudjelal, juif arabe, enfin Mémé d'Arménie, enfin plein de choses extraordinaires. Et donc l'idée c'était d'être le plus réaliste possible. Et on a fait vivre cette aventure à travers 4 personnages, dont Fatih qui est sénégalaise, qui est en France, qui précisément essaye d'avoir sa carte de séjour, de la renouveler. Je ne raconte pas le scénario quand même, parce qu'il faut que... C'est à découvrir, c'est dans les bacs. Flora, ça vous interpelle, j'imagine, les questions sociétales, la vie politique, même si lorsqu'on est Miss France, on est censé incarner une certaine distance, j'imagine, avec des prises de position qui sont mesurées? Oui, il faut rester apolitique quand on est la Miss France en titre, mais après on a une opinion et c'est tout à fait normal. Mais moi, ça m'intéresse énormément et d'ailleurs, je lui ai dit que je voulais un extrait de cette BD. Oui, mais tu vas payer. Hein, non. Alors, est-ce que je peux faire une suggestion avec la bénédiction de Guillaume Coffy? C'est que vous êtes historien. Oui. Le bagne de Cayenne, je propose qu'on le réhabilite, parce que vous êtes allé à Cayenne, en Guyane. Oui. C'est pour qu'on y envoie son petit fiancé, parce qu'elle a avoué qu'elle a un petit fiancé, rien que ça nous énerve. Enchaînons. On va parler de littérature, tiens, pour enchaîner, on va parler de Bernard Dadier. Il aura 100 ans cette année. Il est né à Assigny, chez vous. Vous connaissez bien Bernard Dadier. J'ai le grand privilège de le voir une fois par mois à l'Académie des sciences et des diasporas africaines, donc, qui s'appelle l'ASCAD, où il est membre, et il est dans le même domaine que moi, donc le domaine des arts et des lettres. Et effectivement, nous allons fêter son centenaire donc, cette année. Alors, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si Flora connaît Bernard Dadier, mais pour nous qui sommes nés en Afrique, eh bien, il a bercé notre adolescence, sa littérature, notamment ses contes. Et les éditions Présence africaine vont lui rendre hommage. Ses livres sont toujours disponibles chez Présence africaine. Je signale notamment L'Opagne noire et Un nègre à Paris, qui sont des livres merveilleux. Bernard Dadier, 100 ans. Rapidement, un petit coup de cœur sur un roman sur lequel vous ne tarissez pas d'éloges. Un chef-d'œuvre absolu, c'est Congo Incorporated de Nkoli Jean Bofan. Eh bien, ce livre, il faut absolument le lire. Je m'adresse à Guillaume pour 2 raisons au moins. La première, c'est que le style est étincelant. Vraiment. C'est un livre qui est d'une drôlerie absolument incroyable, mais en plus, dans le fond, en fait,
Amobé, qui ne me regarde pas, est vachement concerné par ce que je vais dire. Parce que, toi, le Bantou, il faut savoir que Inkoli, ici, il parle pour tous les Bantous, pour vous, pour moi. Il nous réhabilite face à l'histoire, parce que ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui de manière un peu méprisante les Pygmées qui nous ont accueillis dans cette Afrique centrale, qui va d'ailleurs de Dakar jusqu'à Djibouti. Eh bien, ces Pygmées, Inkoli les réhabilite dans ce livre. L'Afrique centrale de Dakar à Djibouti? Le centre de l'Afrique, évidemment. Mais je vous expliquerai. C'est la géométrie variable pour... non, mais c'est l'effet de Flora. Il y a une espèce d'émotion. Je veux dire que le rose de son cerveau a tapé juste. Vous ne me... D'accord, il faut lire ce livre. C'est absolument. noté. Et pour finir, il est publié chez Actes Sud. Inkoli Jean Bofana a obtenu le prix des 5 continents de la francophonie. Vous savez qu'ici, à TV5 Monde, pour nous, la francophonie, c'est important. À lire absolument. Je vous l'offre. Flora, c'est important pour nous de vous avoir aujourd'hui et dans le cadre de cette carte blanche, parce que pour les valeurs que vous portez, avec beaucoup d'humilité, et je parle d'un témoignage personnel, vous vouliez peut-être redire un mot sur l'importance de ce que vous êtes en train de mettre en place autour de ce projet qui vous tient à cœur. Oui, alors avec l'association Kelina, donc on a pour premier projet de construire une maternité au nord-ouest du Bénin. C'est un énorme projet qui sera évolutif. On va faire un centre de santé, faire de la prévention également. Pour ça, on a eu la chance d'être suivi par le groupe LVMH, avec qui on a eu un partenariat lors d'une soirée. Mais voilà, on est toujours à la recherche active de fonds et de dons. Donc s'il y a des donateurs... Et de porteurs de serviettes, je suis prêt, de groom, pas de souci. Donc s'il y a des donateurs qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à aller voir notre site internet, kelina.fr, nos réseaux sociaux, et à nous envoyer un message. Voilà. Merci Flora Gomez. Oh là là. C'est une ancienne copine. Désolé, le lapsus a parlé, c'est l'émotion. Est-ce qu'il y a un psychanalyste? D'urgence, un psychanalyste. C'est un réalisateur, je pense, bissau-guinéen, Flora Gomez. Tout à fait, mais c'est aussi une jeune femme. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Pour la suite, c'est en musique que ça se passe, direction la Teranga du Sénégal, avec un très grand monsieur, Idrissa Diop. Le grand retour, il réhabilite l'une des plus belles formations emblématiques de toute l'Afrique au cœur des années 70. C'est le Sahel. On regarde tout de suite en images. Cette africanité que vous regardez, bienvenue sur TV5 Monde Africanité, que vous pouvez retrouver sur notre site tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Hashtag Africanité, ça marche aussi bien. À nos côtés, à présent, l'une des figures emblématiques de la folle épopée des musiques africaines modernes. C'est un grand monsieur que nous accueillons aujourd'hui. Il est originaire de la Teranga du Sénégal. C'est Idrissa Diop Nangadef. Bienvenue ici pour évoquer, on va dire, la remise en orbite géostationnaire d'un groupe mythique, le Sahel de Dakar, dans plusieurs formules, une formule parisienne, une formule de Dakar, avec l'accompagnement des colistiers de la formule d'antan. Je parle de l'organiste et guitariste Chertidiane Tal et du saxophoniste Tierno Koité. Et c'est vraiment l'effervescence autour de ce nouveau concept, on va dire, qui puise ses racines dans les marmites du passé, puisque c'est là qu'on fait les meilleures sauces. Et puis on peut même le retrouver sur scène prochainement. Voilà, et donc justement, Idrissa, le groupe, votre groupe a été dans les années 70 l'un des premiers à moderniser cette musique sénégalaise. Et on vous sent un peu nostalgique de cette époque. Pourquoi? Non, c'est pas la nostalgie, c'est-à-dire nous on cherchait la qualité, et on a comme l'impression que la qualité est en train de foutre le camp un tout petit peu. Et on a envie de ramener, parce qu'on se dit, nous, dans notre philosophie, que l'ancienne musique va sauver la musique actuelle. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, la musique actuelle est une sorte de Kleenex comme ça. Il n'y a plus cette... Vous êtes sévère. Ah si, je suis conscient quoi, de ce qui se passe. Parce que souvent, moi, je travaille avec de grands musiciens qui
qui ont 45 ans, 50 ans de métier, mais qui font les plus grandes scènes du monde. Et ils ont au moins 90 à 100 dates tous les ans. Et ils jouent les mêmes morceaux depuis 45 ans. Donc aujourd'hui, tous les musiciens actuels, souvent ce qu'on appelle, qui dit mode, dit démodé, quoi. Ils font une sorte de musique où on ne retient plus quelque chose. Guillaume, et ça, c'est... Oui, c'est important. Guillaume Kofi, on ne se rend pas compte, je parle aux jeunes générations, mais le Sahel, ça a été véritablement un groupe mythique. On est dans les années 70. Vous, à l'époque, c'était qui en Côte d'Ivoire? C'était Ernesto Djedje? C'était Ernesto Djedje, c'était François Louga, le Gbegbe, et Amédée Pierre, et ainsi de suite, effectivement. Ce sont effectivement donc des personnages emblématiques. Mais pour répondre à Idrissa, je pense que les jeunes générations, elles vivent leur époque également. Donc, il faudrait que nous puissions avoir du recul pour pouvoir juger effectivement. Alors, je vais préciser un peu la pensée d'Idrissa, c'est qu'à cette époque, vous avez vu défiler autour, parce que c'était un orchestre, c'était également un club à Dakar, qui était devenu une capitale planétaire, Taboulé Rochereau, King Sunny Adé, on citera Manu Dibango, Claude François, le chanteur préféré de François Durper, Celia Cruz, et les plus grands des États-Unis sont venus chez vous à Dakar. Okay. Oui, mais tout le monde, à cette époque-là, tout le monde venait parce que le James Sahel, Brown. Absolument, Sahel, c'était vraiment le temple, quoi. C'est le temple de la musique parce que tout le monde passait. On a reçu effectivement James Brown là-bas, avec qui on a joué pendant une semaine et demie. On a reçu Michael Jackson là-bas, des Jackson 5. Il avait quoi, 8 ans, 9 ans. On a reçu King Sunny Adé, effectivement. On a reçu Manu Dibango, Johnny Pacheco. On a reçu Johnny Hallyday. On a reçu plein de gens. Il y avait une osmose. C'était un retour aux sources. À cette époque-là, c'était un retour aux sources. C'est une vraie effervescence. François Durper, ça correspond à quelque chose. En Guinée-Conakry, il y avait le Bembea Jazz. Au Congo, Franco Luambo Makadi. Il y a eu le concert Ali Forman. On a vu tout ce mouvement œcuménique afrocentriste. C'est qu'avant la génération Jackson 5, James Brown, dès les années 50, donc on est là, on parle d'États qui ne sont pas encore indépendants, qui sont encore des colonies. Il y a déjà des ponts entre la musique afro-américaine et l'Afrique. Donc il y a par exemple en 1956 un concert, plus de 100 000 personnes venues entendre Louis Armstrong. Louis Armstrong fait des allées-venues, on sait très peu pendant cette période. Il est invité par les consulats américains, et alors évidemment ça met en rage les Sénégal, autorités coloniales qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tous ces Noirs, Américains, Africains qui se réunissent. Lionel Hampton vient également, fait une tournée, pianiste Lionel Hampton incroyable, et qui dit, après 300 ans, je suis de retour chez moi, maison. Lionel Hampton. Donc, et donc ça a des conséquences politiques, et donc ça fait que cette dimension culturelle va avoir ses implications qu'on va connaître par la suite, évidemment, ce mouvement d'indépendance politique, mais aussi culturelle. Merci François Durper d'être passé pour nous parler de cette bande dessinée qui campe Marine Le Pen, présidente. Politique fiction ou pas, à chacun de juger. Alors, il est sorti le 12 novembre, et évidemment, en Afrique, c'est plutôt Amazon, même si moi, je préfère les libraires, hein, mais pour ceux qui sont en Afrique. Et donc, voilà. Et il y a une partie, je n'en dis pas plus, qui se passe au Sénégal, parce que Fatih retourne au Sénégal. Belay, merci beaucoup. Justement, un peu de musique avec une nouvelle formule, le Sahel. Africanité au rythme de Cuba, version africaine du côté du Sénégal, en passant par Paris, parce que c'est un peu ça. Le Sahel revisité par son membre leader charismatique, cofondateur, Idrissa Diop, notre invité aujourd'hui. Version de Paris à découvrir sur scène. Plusieurs dates. Ce sera donc du côté de la Chapelle des Lombards, les 23 et le
30 janvier. Voilà, et justement, alors, l'une des deux dates, il y aura peut-être Youssou N'Dour, qui venait justement au Club du Sahel quand il était très très jeune. Il sera là, et justement, parlez-lui de nous, parce que vous le connaissez très bien. Youssou, c'est un excellent monsieur, c'est un extraordinaire musicien qui est... Moi, je l'ai vu démarrer, il avait quoi, 13, 14 ans. Et vu son cheminement, par où il est passé jusqu'à arriver là où il est arrivé, vraiment, moi, je dis chapeau, quoi. C'est un grand, grand monsieur. Et aujourd'hui, il est le parrain de ces 3 soirées, du 9, du 23 et du 30. Il sera là le 30 à la Chapelle des Lombards. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait un travail magnifique aujourd'hui, parce que le président Macky Sall lui a confié, c'est-à-dire un grand projet qui va être une révolution. Parce que nous, quand un artiste est malade au Sénégal, on le prend en charge, on va faire des télétons, on va faire des quêtes comme ça pour qu'il se soigne. Aujourd'hui, les artistes dans leur entité, dans leur entièreté, sont pris en charge par le projet de Youssou N'Dour. C'est-à-dire, il ne veut plus qu'il y ait un artiste malade dans ce pays et qui ne se fasse pas soigner. Donc, que tous les artistes seront soignés gratuitement et prise en charge. C'est un exemple. Ce projet. Ça mérite d'être souligné. Le Sénégal organise donc à travers la collectivité artistique un appui, un soutien à travers un fonds social à destination de ceux qui représentent, incarnent leur culture, leur civilisation. Ajoutons pour information que le Sénégal est précurseur également en matière de droits d'auteur pour les artistes. Avec la Côte d'Ivoire de Guillaume Kofi d'ailleurs, il faut le souligner. C'est une autre question, mais vous êtes appesanti sur les collaborations incroyables de notre invité. Absolument, des collaborations que j'ai vues avec Liz Lord, d'ailleurs, à la Chapelle des Lombards, avec Fabio, qui était à vos côtés. C'était absolument extraordinaire. Le public était enthousiaste. Merci. Et vous avez bénéficié des collaborations de Sting, notamment, mais pas seulement. Il y a aussi Carlos Santana. Qu'est-ce que vous avez retiré de toutes ces expériences Des expériences vraiment fiers d'être africain, fiers de partager ces moments-là avec ces gens-là. Parce que Sting me dit, Carlos Santana, ça c'est une énorme histoire entre lui et moi. Vraiment, on s'est partagé. Vous le considérez comme votre frère, en fait. Je le considère comme un frère, mais surtout comme un ange, un partisan de l'africanité, justement. Il est profondément africain, il le montre, il le joue et il le vit. Mais en ce qui concerne Sting, on a fait, il y a 2 ans, on était au Carnegie Hall de New York. Sting me dit, vous les Africains, vous avez une chance énorme. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? On était dans les loges à New York et tout. Et je le regarde, il me dit, mais vous avez un potentiel énorme en France, surtout à Paris. Nous, on se sert, chaque musicien anglais a son Africain à côté. Chaque musicien américain a son Africain à côté. Parce que les Africains, on ne peut pas parler de musique aujourd'hui sans parler de l'Afrique. Et ça, je suis fier de ça. Il me dit, mais pourquoi on ne le voit pas, ça? Les Africains, désormais, pas à côté, mais devant. Devant, c'est ça. Et dedans même. Et dedans, dans le système même, à l'intérieur, c'est-à-dire dedans. C'est ça qu'on veut. Liz Lord, on parle cinéma, on reste au pays de la Teranga, au Sénégal, avec un festival itinérant. Oui, un festival itinérant, c'est-à-dire que le cinéma vient en vous, c'est le cinéma en plein air, tout au long du fleuve Sénégal. Et c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Africa Bog. Donc il y a des films d'animation, il y a des spectacles, il y a des documentaires. Et la caravane, elle partira le 25 février de Matam et elle arrivera le 11 mars à Saint-Louis. Ça, c'est bien parce que pour les enfants en milieu rural, c'est intéressant de leur donner aussi des modèles sur le plan culturel. Alors, on peut parler avec vous, Christian, d'une exposition qui s'appelle Making Africa, qui a lieu au musée Guggenheim, à Bilbao, en Espagne. Absolument, et je crois Très bel exemple d'architecture. Absolument. Tout de suite, Guillaume Kofi saute dessus. Calmez votre joie, Guillaume. Mais c'est une très belle expo. 120 artistes et designers sont concernés. Alors, l'exposition, comme vous le disiez, elle couvre beaucoup de domaines, pas seulement l'architecture. Il y a également le design d'objets et de meubles, les arts graphiques, la mode, l'urbanisme auquel vous tenez tant. Et l'objectif, vous connaissez peut-être mieux l'objectif de cette expo que moi. Il s'agit de stimuler un petit peu toutes les transformations qui ont lieu actuellement en Afrique. Et je trouve ça, moi, absolument extraordinaire. Ça se passe à Bilbao. On y sera. Le design africain, effectivement, est en train de gagner sa lettre de noblesse. C'est quelque chose aujourd'hui qui est en train d'envahir le monde et c'est une très, très bonne chose. Il n'est pas à côté, il est
devant. Merci à tous d'être passés pour cette émission qui bâtit des nouvelles générations autour du thème de l'architecture, de la musique. Un grand monsieur Idrissa Diop, bonne continuation sur le chemin de nos frêles destinées. Et à très bientôt. On se quitte justement avec la nouvelle version tendance parisienne d'un groupe mythique, le Sahel. Portez-vous bien et à bientôt. Ganyi jubolen, nunu fawakien. Ganyi jubolen, nunu fawakien. Man solen ma deglo. Dina waktan agien tey. Li don sama khalat man. Moinge nandan don te jubo mengoy khalat. Ganyi jubolen, nunu fawakien. Ganyi jubolen. Nunu fawakin jamono ji jarul ñaaw ku fi nekki dangay dëddu ndeysaan boo xoolee àdduna xamal ne jarul ñaaw kon gaañi juboleen nunu fawakin gaañi juboleen nunu fawakin Fabio. jamono ji jarul ñaaw ku fi nekki dangay dëddu ndeysaan boo xoolee àdduna xamal ne jarul ñaaw kon gaañi juboleen nunu fawakin gaañi juboleen nunu fawakin aha 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 aha